Il est là. Il est là? Oui. C'est bien. Ah, tu veux t'asseoir, toi, peut-être? Non? Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence Sueur au micro. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bienvenue au bar de l'économie. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver, nous sommes en vidéo live sur Facebook. Vous pourrez nous retrouver dès cet après-midi sur YouTube et puis en FM, bien sûr, avec IDFM Radio Anguin. Alors aujourd'hui, Covid et stratégie vaccinale, et puis l'événement des professionnels de la 3D, de la réalité virtuelle et donc du cinéma et de l'audiovisuel. C'est le festival Paris Image Digital Summit 2021 qui débute, donc on saura tout aujourd'hui. Alors merci en tout cas à mes invités du jour d'être à mes côtés pour parler de tous ces sujets. En tout premier, j'accueille Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, auditrices. Vous êtes maire de la ville d'Enghien-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Donc ensemble, on va décrypter l'actualité si vous voulez bien. Et puis à vos côtés, Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint et directeur de la culture à Enghien. Et puis Yann Marché, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire du Paris Image Digital Summit. Donc ensemble, tous les deux, eh bien, vous allez nous parler de ce festival Paris Image qui fait peau neuve cette semaine et ce jusqu'au 29 janvier. Et puis la nouveauté, bien sûr, c'est que c'est entièrement en ligne. Donc avec vous, on saura tout sur comment ça se passe pour y assister. Et puis les programmes, les conférences, les intervenants. Bref, plein de sujets. Et puis peut-être un petit point sur le paysage cinématographique et audiovisuel mondial sous les prismes économiques, techniques et artistiques. Parce qu'avec la pandémie, je pense que vous êtes quand même beaucoup impactés. Alors on commence tout de suite par nos infos du jour et c'est lundi, donc on va faire le petit débrief sportif du lundi avec Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Mais vous avez vu ça Florence? C'est complètement foudingue, comme dirait ma petite fille. Et bien sûr, elle a raison. Oui, le final du Vendée Globe, cette course folle à la voile en solitaire et sans escale autour du monde, est totalement dingue. Cette course, dont le vainqueur devrait arriver dans les 3-4 jours qui viennent au Sable d'Olonne, va se terminer au sprint. Imaginez-vous qu'ils sont à pouvoir l'emporter. Depuis le départ de la course au mois de novembre, la bagarre a toujours fait rage, avec plusieurs leaders successifs. Au pointage d'hier soir, à 22 h, c'était Louis Burton qui était en tête devant Charles Dalin, mais avec seulement un tout petit maille d'avance, c'est-à-dire 2 km. Vous vous rendez compte? Et ce matin, au pointage de 6 h, nouveau rebondissement. C'est Dalin qui comptait 60 petits kilomètres d'avance sur Burton. Même le troisième, Boris Herrmann, est à un peu plus de 100 km et le quatrième, Thomas Ruyant, est à 300 km. Autant dire que ces écarts sont très très minces et que rien, mais absolument rien n'est joué. On va assister à un sprint incroyable. Cette fin de course, alors que les premiers ont franchi les Açores, va être un très grand moment. D'ores et déjà, ce Vendée Globe est la course la plus indécise de l'histoire. Qui arrivera en vainqueur? Réponse donc d'ici 3-4 jours au Sable d'Olonne. Retour sur terre et surtout sur la neige avec la victoire de Julia Simon. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé de cette Savoyarde de 24 ans, déjà victorieuse il y a 8 jours. Samedi, elle s'est de nouveau imposée dans la Mastart à Anterselva et conforte du coup sa position de leader de la Coupe du Monde dans cette discipline. Toujours sur des skis, mais en ski alpin cette fois, il faut souligner la formidable performance du Français Johan Claret. Hier, il a terminé deuxième de la plus prestigieuse descente de Kitzbühel, remportée par le Suisse Beat Feuz, ce qui est déjà une vraie performance. Mais quand je vous aurais dit que le skieur de Tignes est âgé de 40 ans, on mesure mieux l'incroyable exploit du Français qui, du coup, est le skieur le plus âgé à monter sur un podium de Coupe du Monde. Foudingue, aurait dit ma petite fille. On accélère, mais avec le Rail Monte-Carlo, qui s'est terminé hier. Et c'est le Français Sébastien Ogier qui a remporté l'épreuve. Ogier est un grand habitué, car hier, il a signé sa 8e victoire dans ce prestigieux rallye. Vous voyez, Florence, en mer, sur la neige ou sur la route, il s'en est passé des choses. Et sur les terrains de sport plus classiques aussi. C'est ainsi que le PSG a largement battu Montpellier vendredi 4-0, avec un Mbappé enfin retrouvé, auteur de 2 buts et qui sort peut-être d'une période difficile. Le choc d'hier soir était le derby entre Saint-Etienne et Lyon. D'habitude, ce match
agitent toute une région et se disputent dans une ambiance plutôt chaude. Rien de tout cela hier. Mais en réalité, le choc aura surtout été pour Saint-Étienne, qui a été écrasé sur sa pelouse avec une terrible défaite 5-0. Les Verts vont avoir mal à la tête quelques jours. L'OM, de son côté, s'éloigne du haut de tableau. Samedi, il s'est incliné pour la 3e fois consécutive à Monaco, 3-1, et voit le podium donc s'éloigner encore un peu plus. 3 défaites consécutives. C'est une première depuis 5 ans pour l'OM. En rugby, ça bat plus très fort du côté du Racing 92, qui pour la 2e fois de suite s'est incliné à domicile. Après avoir perdu contre Toulon dimanche dernier, cette fois ce sont les Bordelais qui se sont imposés samedi à la Défense Arena. Voilà 2 résultats qui plombent bien la saison du club du président Jackie Lorenzetti. Quant au Stade français, ça ne va pas mieux. Il a été largement dominé à Toulon hier soir 35-13. Après avoir disputé toute la seconde période à 14-15, l'ouvreur parisien Nicolas Sanchez se faisant logiquement expulsé pour avoir commis une faute sur Baptiste Serin. Pour finir, la France avance toujours au championnat du monde de handball qui se tient en ce moment en Égypte. Elle a bouclé hier le premier tour invaincue avec une nouvelle victoire très convaincante contre le Portugal, 32-23. Désormais, les choses sérieuses vont commencer avec les quarts de finale où les Bleus affronteront mercredi l'Espagne ou la Hongrie. De beaux frissons en perspective. Voilà Florence, vous savez tout presque. On se retrouve la semaine prochaine et là, on connaîtra le vainqueur du Vendée Globe et la France sera peut-être aussi championne du monde de handball. Allez savoir, là aussi, ce serait fou dingue. Au revoir. Heureusement que nous avons notre Bruno Vigoureux, spécialiste du sport, pour nous faire vivre tous ces moments magiques. Effectivement, c'est fou dingue, surtout le Vendée Globe. Bravo à tous ces sportifs qui sont bien impactés par cette pandémie. Alors, pour notre première info, eh bien, j'aimerais faire un hommage au célèbre cascadeur Rémi Julienne, le casse-cou du cinéma français, mort du Covid à l'âge de 90 ans, car sans lui, les James Bond n'auraient pas existé, avait déclaré l'acteur Roger Moore dans les années 80. Les cascades que Jean-Paul Belmondo exécutait dans ses films étaient toutes régies par Rémi Julienne. Il est devenu une légende. Écoutez bien, 400 films cinématographiques, séries télévisées et publicités, 1400 cascades au cinéma, champion de France de motocross en 57, il débute sa carrière de cascadeur dans le film Fantomas d'André Hunebelle en 64 pour doubler Jean Marais. En 66, c'est Gérard Houry qui fait appel à lui pour son célèbre film La Grande Vadrouille. Aux côtés de De Funès et Bourvil, Rémi Julienne interprète un soldat allemand à moto qui finira dans le ravin. Puis ce sera l'enchaînement, bien sûr, Le Cerveau, Le Marginal, L'As des As, Taxi, mais également bien sûr plusieurs James Bond. En 50 ans, Rémi Julienne a côtoyé les plus grands comédiens, Montand, Belmondo, Ventura, etc., mais aussi les plus grands réalisateurs français comme François Truffaut, Philippe de Broca, Yves Boisset et surtout Georges Lautner, avec qui il tourne une quinzaine de films. Tous lui faisaient confiance. Et puis un prix Rémi Julienne est remis chaque année depuis 1999 lors du Festival de films d'aventure à Valenciennes. Un comédien donc capable d'aborder avec le même talent des rôles physiques et des personnages intimistes dans des films d'auteur. C'est le festival. Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés Philippe Sueur. Ça devait être mythique de voir les cascades à l'époque de Rémi Julienne. C'était sympathique, bien entendu, et je pense qu'on a beaucoup d'admiration pour cet homme qui était aussi bien un artiste, un audacieux, puis très sympathique. Il est vrai qu'aujourd'hui, les temps ont changé, puisque dans le studio, nous avons les organisateurs du Paris Image Digital Summit et la post-production avec tous ces moyens technologiques, numériques, peut très largement compenser la présence humaine directe et avec tous les risques que cela comporte. Justement, on va leur poser la question. C'est bien pourquoi j'ai fait cet hommage aujourd'hui et pas la semaine dernière à Rémi Julienne. C'est parce que je connais ma programmation et je savais que Dominique Rolland, directeur de la culture, et Yann Marché, commissaire du Paris Image Digital Summit, pouvaient nous parler un peu de comment se passent les cascades en ce moment. Dominique Rolland. Les cascades se passent virtuellement. D'ailleurs, c'est ce qui
fait l'intérêt du Paris Images pour cette nouvelle édition, c'est de voir que, évidemment, ce qui pouvait être un handicap est devenu maintenant vraiment un atout important, puisque toutes les cascades maintenant se font virtuellement, elles se font sur des plateaux, elles se font de plus en plus vite, et la post-production rejoint presque le tournage, c'est-à-dire c'est au tournage que l'on réalise vraiment ces cascades. Alors évidemment, les cascades se voient moins, parce que les ficelles avant se voyaient un peu plus. Quand on tournait sur les fonds verts, elles se voient de moins en moins, on voit moins les ficelles, on efface finalement tout ce qui pourrait être peu crédible, ou se voir finalement, et le spectateur étant très exigeant, et bien évidemment c'est le côté presque invisible qui donne vraiment cette crédibilité et ce réalisme dans les effets spéciaux. Yann Marché, alors déjà, j'avais une profonde admiration pour Rémi Julien, parce que effectivement, ça fait partie de la légende du cinéma. Il y a les James Bond, les films de Belmondo, tous les films de Lautner, évidemment ces fameuses voitures qui se cassaient en deux, je trouvais ça assez fabuleux. Et donc il y avait à la fois une grande créativité, une inventivité dans la cascade, et il prenait également beaucoup de risques. C'est vrai qu'aujourd'hui le risque est plus maîtrisé, il y a toujours évidemment des cascadeurs qui peuvent intervenir à différents endroits, que ce soit sur des plateaux, notamment en motion capture. Donc la cascade traditionnelle continue, mais sous une forme un peu différente, elle s'hybride avec justement des nouvelles technologies, mais on a évidemment encore besoin de grands cascadeurs. D'ailleurs, la famille Julienne perpétue ces traditions, puisque son fils continue à être justement un des grands cascadeurs du cinéma international. Absolument, merci beaucoup de l'avoir rappelé, Yann Marché. Autre information du jour, eh bien, c'est Olivier Véran qui a de nouveau défendu les résultats du gouvernement sur sa campagne de vaccination. Pourtant, de nombreuses critiques sur sa lenteur et sur le manque de transparence sur le nombre de doses arrivant dans les centres installés. De plus, l'Agence européenne des médicaments a estimé que chaque flacon pouvait contenir 6 doses de vaccin contre 5 initialement. Du coup, Pfizer réduit le nombre de flacons livrés à la France car le contrat de commande est fondé sur le nombre de doses fournies et non pas sur le nombre de flacons. Donc, le prix du flacon va augmenter puisqu'il contient 6 doses. Un tour de passe-passe de Pfizer-BioNTech pour vendre à d'autres marchés et à d'autres pays. Or, une infirmière chevronnée française a indiqué qu'il était difficile de récupérer la 6e dose car les gouttes se coincent dans les rebords du flacon. Aujourd'hui, la présidente du SAMU 95, Agnès Ricard-Ibon, alerte sur le fait que la seconde dose pour le corps médical n'arriverait peut-être pas à temps si l'on veut respecter le délai de vaccination qui semble s'allonger entre les 2 doses. Du foutage de gueule, disent certains. Alors là, Philippe Sueur, j'avais envie de vous demander, faites-vous partie des 66 millions de procureurs, comme a dit le président de la République? Oui, c'est vrai que le français est facilement procureur, mais pas tous les Français, hein, bien entendu. Surtout que les Français savent se réaliser, se rassembler, être inventifs dans des circonstances difficiles. Hein, dans les mémoires de Richelieu, du cardinal de Richelieu, il le disait bien volontiers que dans les circonstances exceptionnelles, la France relève la tête. Donc là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Néanmoins, c'est vrai que nous sommes depuis un an à épisodes évidemment espacés dans une cacophonie médicale. Ça, c'est tout à fait regrettable. Ce que Pfizer est en train d'imposer à ses clients, bon, au titre d'un cynisme absolu des contrats, il faut savoir qu'ils sont sous, en quelque sorte, droit et mentalité juridique américaine. Ce qui est écrit et ne se discute pas. Bon, néanmoins, je reviens là du centre de vaccination d'Anguin. Je peux d'ailleurs expliquer comment il fonctionne et où nous en sommes. Apparemment, ça ne posait pas de problème aux vaccinants de prendre la 6e dose. Bon. Le docteur Beau, le docteur Rubinstein qui était là, vraiment dit on pourrait même aller un peu plus loin encore. Bon. Mais comment s'est passée justement cette première semaine de vaccination? Puisqu'il semblerait que vous avez été insultés, vos équipes ont été insultées, oui, parce qu'il n'y avait pas de place disponible. Bien sûr. Bon, il y a eu une maladresse, sans doute, de type politico-démagogique pour le gouvernement d'annoncer que tous les 75 ans et plus seraient vaccinés à partir du 18. Bon, donc précipitation sur des plateformes. Donc ceux qui étaient sur la plateforme Doctolib, ça fonctionnait bien. Quel Doc fonctionne maintenant mais a bugué beaucoup.
Nous avons, nous, Ville d'Anguin, créé des plateformes téléphoniques. J'en ai en permanence 5. Ce sont donc des milliers d'appels et évidemment des attentes, des non-réponses parfois. Alors je vous fais d'abord l'organisation pour que chacun comprenne bien et la situation en termes de vaccination. L'organisation par l'ARS est remarquable. La déléguée départementale, Madame Carly, est vraiment avec ses collaboratrices, sont tout à fait au point. C'est derrière, c'est en amont que la chose ne vient pas parce qu'effectivement, la France n'a pas bien négocié suffisamment, peut-être assez cher. La chose ne vient pas, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de doses, c'est ça que vous voulez dire ? Bien entendu. Quand le Moderna va arriver, donc dans sans doute 15 jours, 3 semaines, ça permettra pour ceux qui ont commencé en Pfizer à avoir plus de doses, bien entendu. Mais pour bien comprendre, l'organisation s'est faite par agglomération. Donc l'agglomération Plaine Vallée dans laquelle nous sommes a été organisée en 3 centres d'accueil, Anguin, Montmorency, Saint-Brice, 180 000 habitants concernés. Et chaque centre reçoit par semaine 200 flacons. Je dis bien, puisque la dotation pour CAPV 180 000 habitants, c'est donc 600 flacons par semaine qui arrivent de l'hôpital de Gonesse et qui chaque matin donc sont livrés par le quota de chaque centre. Donc c'est par jour. Nous fonctionnons au centre d'Anguin-les-Bains par matinée. Nous sommes donc ouverts lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Donc 5 jours. Et donc ça correspond, nous avons une capacité d'environ 40 vaccinations. Et effectivement... 40 flacons? Non, 40 vaccinations. 40 vaccinations par jour. 40 vaccinations, voilà. Puisque nous avons donc... c'est bien ça, 200 doses, 40. Non, on a une faculté, attendez, on a vacciné, voilà, je me suis trompé. Nous avons vacciné en moyenne à 37, 38, voire 40 vaccinations matinées. Puisque à ce jour, depuis du 15 au 23, nous avons 335 personnes qui ont été vaccinées. Le premier vendredi 15, c'était des personnels médicaux, et à partir du 18, ce sont effectivement les plus de 75 ans. Et là, beaucoup sont dans un immense désarroi, parce qu'il y a trop d'appels, c'est évident. Nous avons pourtant mis en place pour Anguin, et chaque centre a également sa plateforme d'appel. Moi, c'est 5 agents municipaux en permanence, donc du matin au soir, qui reçoivent les appels, mais la faiblesse des doses, la difficulté de la prise du deuxième rendez-vous, qui devait être à 21 jours, qui est reporté à 28, et on commence à parler de 42 jours, pose effectivement le doute dans l'esprit des gens, donc la panique. Il y a des comportements qui sont évidemment liés aussi à des pathologies, donc des priorités pour des personnes atteintes de cancer ou de très graves maladies. Nous gérons vraiment au mieux. Ce qui est assez insupportable, c'est que nous, les maires qui avons été volontaires pour accueillir les patients, qui sont ceux de la vallée et d'ailleurs, car nous sommes mis en cause pour, en quelque sorte, l'absence de réponse totalement pertinente, totalement correspondant aux besoins. C'est assez regrettable, et c'est en cela que moi je fais procès au gouvernement, que les collectivités françaises, on les sollicite quand il y a un besoin de coopération fort, et puis quand il n'y a plus besoin, nous sommes méprisés. Merci beaucoup Philippe Sueur. Donc je rappelle que la vaccination est ouverte aux plus de 75 ans. Il avait été question également de l'ouvrir aux plus de 50 ans. Mais du coup, ce n'est pas tout à fait possible du fait du manque de doses, c'est bien ça? Vraisemblablement, mais j'entendais la semaine dernière, et vous l'avez tous entendu, que le ministre, le docteur Véran, prévoyait que fin août, la totalité de la population française serait vaccinée. Donc ça veut dire qu'il va falloir beaucoup accélérer et beaucoup plus de doses. Autre information, je vous le rappelle, je vous en ai parlé la semaine dernière. Juste, si, quand même, puisqu'il y a une partie sur Facebook, je montre
Nous venons donc d'éditer, Pleine Vallée, le carnet de vaccination. Et il est donc disponible. Tous ceux qui sont vaccinés vont le recevoir et il sera tamponné. Il y a évidemment une page, il y a tous les vaccins obligatoires ou, comment dire, souhaitables. Et puis il y a évidemment 4 pages sur la grippe et 2 pages sur le Covid-19. Donc un nouveau carnet de vaccination, c'est le scoop du jour. Merci Philippe Sueur. Un nouveau carnet de vaccination pour tous ceux qui se font vacciner, ce qui nous permettra à nous les adultes d'avoir ce carnet dans la poche, notamment si on voyage et si on se déplace. Et justement, j'en profite pour conclure sur le thème Covid. C'est l'arrivée des variants. Le gouvernement élargit, je vous le rappelle, la distanciation à 2 mètres. Il recommande également de ne plus utiliser les masques artisanaux et je vous rappelle également le risque de confinement qui nous pend au nez d'ici quelques jours. Pourtant, la distanciation de 2 mètres, ça a été mis en place en Asie, tout comme la fermeture des frontières déjà depuis plus d'1 an. Eux, on voit que dans certains pays, ils ont combattu cette pandémie. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre ça bien avant, Philippe Sueur? Mettre ça en place, nous aussi? Oui, bien entendu. Merci pour ce petit commentaire. C'est le bon sens, c'est le bon sens. Autre information du jour, et pas des moindres, puisque la France, les grands médias ne parlent que de Covid, mais il y a quand même un sujet sur lequel je souhaitais vous faire part. C'est le projet de loi bioéthique qui revient en seconde lecture au Sénat, après adoption par l'Assemblée nationale les 2, 3, 4 février 2021. Donc les sujets, c'est PMA, reconnaissance de filiation si la PMA est accordée. C'est aussi l'embryon chimérique et l'IVG. Je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée d'Arnaud Bazin, sénateur en Val d'Oise. Oui, c'est une loi dite bioéthique qui est d'ailleurs assez mal nommée parce qu'en effet, si la question des embryons dits chimériques relève de la bioéthique, mais peu importe, c'est une loi qui regroupe comme souvent beaucoup de sujets. Alors sur les embryons chimériques, c'est le fameux article 17 que le Sénat a supprimé en première lecture et qui a été réintroduit à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'autoriser l'introduction de cellules humaines dans des embryons animaux. Et pourquoi est-ce que cette question se pose? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des pratiques qui ont lieu un peu partout dans le monde et même en France, sans encadrement particulier. Notre commission spéciale a décidé de supprimer cet article. Moi, je partage cet objectif, mais j'avais une approche tactique un peu différente qui consistait à proposer que nous puissions encadrer cette pratique par des autorisations extrêmement contraintes, parce que je me doutais bien qu'à l'Assemblée nationale, l'article allait être réintroduit. Alors, ce n'est pas une divergence de fond avec la position de la commission du Sénat, ni le vote final du Sénat, mais c'est une approche tactique différente. En ce qui concerne ces embryons, il s'agit donc d'injecter dans des embryons animaux des cellules humaines pluripotentes, c'est-à-dire des cellules qu'on pourrait prélever sur n'importe qui, par exemple sur la peau. On les fait régresser à l'état pluripotent où elles peuvent se développer en toutes sortes de cellules nerveuses, cellules musculaires, cellules cutanées, etc. Quel est l'objectif qui sous-tend tout ça et qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans ces recherches aujourd'hui? C'est l'idée de faire produire à des animaux, par exemple à des porcs, dont la taille est comparable à celle de l'homme, compatible en tout cas, mais leur faire produire à ces animaux des organes humanisés, des organes quasiment humains à partir de cellules souches humaines, pour les greffer ensuite sur des patients en attente. On contournerait ainsi le manque de donneurs si par exemple on fait produire sur commande à un porc un cœur humain. Alors évidemment ça interpelle beaucoup tout de même. Ça interpelle beaucoup et puis ça signifie aussi quand même beaucoup de problèmes éthiques sur cette question. Donc par exemple, il est prévu d'interrompre le développement de l'embryon, parce que normalement, il ne peut se développer que 14 ou 21 jours au maximum. Cet embryon, je crois que c'est 14 qui a été retenu.
Par exemple, on interviendrait pour interrompre ce développement si plus de 1% de cellules nerveuses de l'embryon étaient humaines. Évidemment, on voit bien que ça pose tout de suite des questions extrêmement graves. À partir de quand, à partir de quel pourcentage, comment le sait-on, comment le vérifie-t-on? Un embryon commence à avoir des cellules cérébrales nerveuses, donc humaines, qui lui donnent des capacités différentes de l'animal d'origine. Voilà, il y a des questions vertigineuses qui se posent, et évidemment, c'est un sujet d'importance. Effectivement, mais est-ce que, enfin vous, en tant que vétérinaire, puisque c'était votre profession et donc finalement vous avez fait quand même des études médicales assez poussées, parce que c'est difficile d'être vétérinaire, vous êtes pour, c'est ce que j'ai cru comprendre, vous dites que ça existe déjà, la recherche dans le monde, et ça existe déjà en France. Vous pensez qu'on peut vraiment encadrer de telles recherches que finalement, même si on fait une loi, est-ce que même si on fait une loi, hormis les problèmes éthiques, on va mettre de côté les problèmes éthiques parce qu'ils sont vastes, est-ce que vous pensez que sincèrement on a la capacité d'encadrer cette recherche ? Alors, encore une fois, moi j'ai voté le texte avec suppression de cet article 17, donc je suis favorable à ce qu'on ne fasse pas ces recherches. Mais comme cet article a été voté par l'Assemblée nationale et qu'il a été, après sa suppression au Sénat, réintroduit par l'Assemblée nationale, et que si nous ne trouvons pas d'accord en commission mixte paritaire, de toute façon, il est évident qu'il sera réintroduit par l'Assemblée nationale, ce que je propose, c'est une position de moindre mal, entre guillemets. Et en effet, aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ou d'autorisation préalable nécessaire. Donc, en introduisant des autorisations extrêmement formalisées avec des avis de comité d'éthique, etc., on peut espérer encadrer la chose. C'est pas mon objectif, clairement, mais c'est une position de repli et de moindre mal devant la volonté forcenée et assez incompréhensible de l'Assemblée nationale de passer en force sur ce sujet-là, et considérant qu'ils en auront les moyens. Si on met toujours de côté le domaine éthique de ces embryons chimériques, est-ce qu'en même temps, la volonté de l'Assemblée nationale de vouloir absolument imposer cet article, ça n'est pas que la France puisse être à la pointe de la recherche, puisque d'autres pays le font déjà? C'est un argument, en effet. Maintenant, si on devait se ranger à ce que font d'autres pays sans avoir nos propres valeurs et nos considérations éthiques, eh bien, je crois que dans ce pays, on fera un certain nombre d'erreurs, parce qu'on peut toujours trouver des exemples tout à fait néfastes ailleurs. Donc c'est un argument, mais à mon sens, il n'est pas suffisant. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir trouver un encadrement à ces propositions valables? J'ai proposé un amendement sur cet article 17 on a fait un encadrement extrêmement solide et avec des déclinaisons dans d'autres articles d'ailleurs du projet de loi pour que tout soit bien cohérent et solide. Alors, hormis l'embryon chimérique, il y a deux autres sujets, finalement, disons un et son sous-sujet bien sûr, c'est la PMA et la reconnaissance de filiation si la PMA est acceptée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cet article 1 qui permet la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules a été voté par le Sénat en première lecture. Moi, j'ai voté défavorablement sur cet article. Mais il y avait une liberté de vote et il y a eu une majorité au Sénat à travers l'ensemble des groupes politiques pour approuver cet article. J'y reste opposé, donc il revient en deuxième lecture parce qu'il a été légèrement modifié par le Sénat et l'Assemblée nationale veut revenir à la version antérieure, mais en tout état de cause, je voterai de nouveau contre cette possibilité. Non pas que je conteste aux couples de femmes leur désir d'enfant, c'est tout à fait entendable, ce sont des situations personnelles, compréhensibles, mais parce que c'est un modèle de société dans lequel les pères disparaissent, qui me paraît en effet entraîner des tas de modifications sociales et sociétales auxquelles je ne suis pas favorable. Mais si jamais cet article passe, est voté, que va-t-il advenir de la reconnaissance de filiation? Parce que ça veut dire que finalement, il y aura deux mères. Alors là aussi, nous avons un désaccord avec l'Assemblée nationale, puisque le Sénat, en première lecture, a modifié un article qui s'intéresse à la filiation dans ces conditions, puisque ce qui était prévu, c'est qu'il y ait deux mères à égalité, la mère biologique en quelque sorte et la mère dite d'intention.
Cela nous paraît remettre en cause manifestement la cohérence du droit de la filiation dans notre pays. Donc nous souhaitons en revenir à notre version, c'est-à-dire qu'il y a une mère biologique évidente, mais il y aura aussi une mère adoptive avec une procédure extrêmement simple et d'ailleurs qui est réalisable avant même la naissance de l'enfant pour que les choses soient claires et l'engagement précis dès le début, mais une procédure d'adoption et non pas une procédure automatique. Donc en fait, vous suggérez une procédure d'adoption. Il avait été question aussi d'une procédure devant notaire. Oui, mais ça c'est justement dans le cadre de la mère d'intention. Nous voulons revenir à la procédure classique d'adoption. Tout simplement, en fait. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Bazin. Alors, on peut peut-être conclure cet entretien sur justement un thème vaste. Vous l'avez cité tout à l'heure et c'est très important, c'est l'éthique concernant cette loi de bioéthique. Est-ce que finalement on arrive tout de même à avancer ? Le problème, c'est que la science, nos capacités technologiques avancent extrêmement vite et il est manifeste que tous les 5 ans, les questions auxquelles nous avons préalablement répondu sont percutées par d'autres questions nouvelles que toutes ces avancées technologiques. Donc je crois qu'il faut quand même que nous ayons à l'esprit que tous les 5 ans maintenant, il nous faudra revoir nos règles d'éthique en la matière. On ne peut pas empêcher le progrès technique et scientifique. Merci beaucoup de nous avoir fait part de toutes ces avancées, de ces prochains votes. Au Sénat, on va suivre bien sûr les débats de ce projet de loi très important pour la France et pour les Français et pour les Françaises. Donc la première semaine de février. Merci sénateur Arnaud Bazin. Je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise. Merci à vous. Philippe Sueur, les propos d'Arnaud Bazin nous font poser quand même quelques questions comme la place de l'être humain dans notre société, mais aussi on parle d'égalité homme-femme, mais là carrément c'est la place du mâle, M-A, accent circonflexe, L-E, la place du père entre le sujet de embryon chimérique et de la PMA. C'est un vaste sujet, je crois qu'on pourrait y consacrer au moins la totalité de l'émission. Oui, bien sûr, c'est un changement de société, c'est le débat sur les genres. Néanmoins, c'est une question gravissime. Le docteur Bazin, qui s'est exprimé, et je le connais, on se connaît bien, il a un bagage scientifique extrêmement lourd et malgré ses engagements politiques, il est resté tout à fait au cœur de ces questions médicales et scientifiques. Bon, c'est un débat central. Et le droit est, je crois, le seul outil, puisque jadis, nous avions des barrages éthiques. On appelait ça les tabous, entre autres. C'est une expression de ces barrages, dont l'inceste, ne pas prélever de viande sur un animal vivant. Ça, c'est depuis la haute antiquité, nous les connaissons. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces barrages. Donc, c'est au droit, d'où, effectivement, une loi bioéthique, comme on devrait en avoir en numérique, en digital éthique, où il y a beaucoup à prévenir et organiser. Or, d'abord, premier constat avec regret, voilà une loi dont on ne parle pas. Elle est centrale. Le débat a été engagé durant l'année 20. L'Assemblée nationale a déjà voté, c'est revenu au Sénat. Il est vrai que nous sommes dans cette pandémie, que les médias ne parlent que de ça, bien entendu, nous saturent même, mais c'est une question nationale. Je me demande même si une représentation politique comme le Parlement a la légitimité de se prononcer, parce que cela concerne à la fois la médecine soignante, curative, la médecine préventive, mais aussi les comportements. Cette question, je l'ai beaucoup abordée parce que j'ai eu la chance,
J'ai dirigé la faculté de droit de Sorbonne Paris Nord pendant une dizaine d'années et nous avons à Paris Nord un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche des droits attractifs, que préside le professeur Melki. Nous nous réunissons en colloque assez régulièrement sur la robotique et le droit, et c'était il y a 2 ans, ils m'ont fait l'honneur de présider ce colloque qui s'est tenu au ministère de la Santé, le génome en mal de droit. Et ça a été très intéressant parce que durant cette journée, nous avons eu la confrontation des médecins, des chercheurs, des biologistes qui ne sont pas nécessairement des médecins, des juristes, sur cette grande question. Et il est bien évident que nous avons là deux enjeux. Un, c'est vrai que la modification du génome peut être véritablement un grand projet, un grand progrès, pardonnez-moi, médical, notamment en termes de médecine préventive. C'est vrai qu'il y a une capacité à vouloir connaître en quelque sorte ces ascendants, c'est la question d'un séquençage ADN, des recherches qui sont en quelque sorte généalogiques. Pourquoi pas? Nous savons que, à titre préventif, je donne un exemple, ce sont les Chinois qui, dans les fameuses jumelles, Lulu et Nana, qui ont été donc créées en quelque sorte, elles ont été, le génome a été modifié pour les protéger du VIH. Bon, Vous parlez des 2 jumelles chinoises qui ont été génétiquement modifiées, effectivement. Mais il est vrai que là, face au virus, on pourrait se dire, est-ce que nous ne pourrions pas être renforcés par ces modifications? Oui, mais là, en ce qui concerne les jumelles chinoises, on ne sait même pas si leur corps réagira face au VIH, et ça veut dire qu'on va leur inculquer le VIH pour savoir? Vraisemblablement, je ne suis pas là, moi j'ai pas suffisamment de connaissances scientifiques, simplement que nous raisonnons au regard du droit. Le droit a 2 missions. La première, il autorise ou il interdit, ou plus exactement, en principe, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est le principe général. Deuxièmement, le droit doit réguler, il doit encadrer, il organise. Il y a ce qui est possible. Et comment ce possible? C'est d'ailleurs tout à fait ce que le sénateur Bazin a pu dire tout à l'heure. Pourquoi pas? Mais il faut des autorisations, il faut une formalisation. Elle est essentielle. Sinon, c'est vraiment l'apprenti sorcier qu'on va en quelque sorte mettre en place. Alors, il y a également un risque considérable. Lors d'un des colloques il y a 2 ans des entretiens médicaux d'Anguin, nous avons abordé cette question qui est le transhumanisme. L'humanité est certain de ces penseurs ou acteurs politiques ont rêvé d'eugénisme depuis Platon. Il n'y a pas, hélas, que... Oui, puisqu'on parlait de l'homme immortel, justement, grâce à le nazisme. Or, on sait que là, en ce moment, on a des essais, donc, on a parlé du porc, là, pour éventuellement... Pour les embryons chimériques. L'embryon chimérique. Ça, c'est l'embryon chimérique. Mais on pense aussi pouvoir modifier par des cellules, donc des neurones humains, des cellules de neurones humains, sur des singes, pour voir si leur capacité intellectuelle va évoluer. Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'on va pouvoir modifier le génome humain pour être plus grand, pour être plus fort, pour être plus beau. Bon, ça pose un problème fondamental sur la nature de l'homme, donc sur ce qu'il est, sur l'humanité dans son devenir, parce que l'humanité peut être alors à 2 vitesses, la vitesse de ceux qui peuvent, qui ont l'argent, qui sont riches, qui peuvent se protéger, qui vont vivre 120 ans parce qu'ils auront des modifications, et puis les autres, en quelque sorte le petit peuple, c'est insupportable comme idée. C'est là où il faut d'emblée, il faut s'opposer. Mais ça veut dire qu'il y a des pays, et ça pose la place de la concurrence de la France, ça veut dire qu'il y a des pays qui le feraient et nous bien pas. Sûr. Ça on sait très bien d'abord qu'à un moment donné, la passion de la recherche ou le cynisme industriel, n'oubliez pas que dans ces enjeux dont on débat, même dans la loi actuelle, il y a une pression industrielle qui est extrêmement forte. Il y a une économie, bien entendu, de la modification. On voit bien avec la Covid le poids des laboratoires
Et puis quant à la PMA, développer la recherche. Comme Arnaud Bazin a pu le dire, on comprend bien qu'on puisse avoir le besoin, l'instinct de la maternité de l'enfant, mais en aucun cas, je pense que l'enfant n'est pas un produit de consommation courante. Est-ce que pour vous, Philippe Sueur, il faudrait réouvrir un débat de société sur ce sujet de bioéthique? Oui, mais on n'est pas dans les bonnes circonstances aujourd'hui. On n'est pas. Il faudrait qu'on ait un penseur qui est à la fois un grand scientifique, en plus un généticien. Je pense à Axel Kahn. Il est très réservé sur ces questions et sur la loi. Très réservé. Merci pour ce commentaire, Philippe Sueur. Je rappelle que vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du conseil départemental. Autre sujet, c'est la Banque de France qui va fermer 14 caisses régionales sur les 37 existences d'ici à 2022, conséquence du changement d'habitude de paiement des Français qui utilisent moins les espèces. Ces caisses sont celles dont l'activité est la plus faible. Aujourd'hui, elles sont réparties sur tout le territoire, a expliqué Éric Lacourège, directeur général des services de l'économie et du réseau de la Banque de France. Pourtant, la Banque de France constate une demande croissante d'espèces de la part du public alors que leur usage quotidien diminue, ce qui signifie que les Français mettent des espèces de côté, une tendance d'ailleurs européenne. Autre nouvelle au niveau des banques, c'est avec la BNP cette fois qui déploie un nouveau service progressivement. Ça s'appelle le service conseiller affinité. C'est un service payant et donc la BNP taille dans les effectifs de conseillers bancaires et modifie ses horaires d'ailleurs d'accueil client. Les agences passent aux 37 heures. Les quelques 6,8 millions de clients ont reçu cette information par courrier. Ouverture maintenant à 9h, fermeture à 18h ou 19h ou 16h30 selon les jours pour mieux coller au rythme de vie des clients de la banque. Il existe 1750 agences BNP Paribas sur le territoire français et à l'horizon 2022, la BNP prévoit la suppression de 300 postes de conseillers spécialisés immobilier et épargne financière. Et ceux restants seront dispatchés entre les conseillers de proximité et les nouveaux conseillers personnels payants appelés services affinités en test en ce moment dans une trentaine d'agences. Alors le conseiller affinité disposera d'un portefeuille de clients resserré pour intervenir plus finement sur les problématiques pécuniaires des clients, gestion de l'épargne bancaire, financière, assurance de biens et de personnes, investissement locatif, préparation de la retraite ou encore sur les questions de transmission du patrimoine. On revient un petit peu aux conseillers tels qu'ils existaient, mais gratuitement à l'époque, jusque dans les années 85. Et cette fois, attention, ça va coûter 12 € par mois, car la banque de détail veut faire croître de 30% les revenus en gestion de fortune à l'horizon 2025. Les particuliers vont aussi avoir accès à un nouveau produit, la carte bancaire biométrique, une carte bancaire à lecteur d'empreintes digitales pour valider un paiement au lieu de taper les codes à 4 chiffres. Et cette fonctionnalité n'est proposée qu'avec la Visa Premier au prix de 158 € par an. Alors, vous êtes bien au courant des pratiques bancaires, Philippe Sueur, puisque vous étiez président de la Caisse d'épargne Île-de-France Nord. Oui, j'ai été président, 16 ans d'Île-de-France Nord et puis 3 ans de la Caisse d'épargne Île-de-France. Première remarque sur la fermeture et l'organisation du réseau de la Banque de France. Il s'inscrit effectivement dans des nouvelles pratiques dont effectivement les technologies sont une des causes. Toutefois, il y a deux extrêmes en termes de pays où il y a monétisation ou démonétisation en quelque sorte. Le Danemark est un pays où les espèces circulent très peu. Très peu, où tout se fait par paiement digital, où le chèque même n'existe plus, il faut le savoir. Et le pays où la monnaie circule le plus, c'est l'Allemagne, où on a d'ailleurs émis des billets de 500 € pour l'Allemagne. Ils vont être retirés au fur et à mesure, je crois, de la circulation. Donc, il y a des pratiques. La France reste un pays où le chèque est encore très utilisé et évidemment le liquide, les espèces qui circulent. Voilà. Bien. Quant à la BNP, la BNP
s'organisent, comme la Caisse d'épargne s'est également réorganisée sur les ouvertures d'agences. Pour la BNP, en fait, il y a 3 catégories d'agences. Il y a des agences qui ont toujours été ouvertes, qui font 39 heures, 37 heures, et d'autres à 35 heures. Je sais que les syndicats, c'est une réforme, ce qu'on appelle une réorg, est toujours difficile. Les syndicats sont vent debout en ce moment. Ça ne touche pas d'ailleurs aux 35 heures et à leurs propres horaires. Voilà. Néanmoins, juste la conclusion là-dessus, nos auditeurs ne le savent pas toujours. Quand on pense banque, on pense prêt. On pense en quelque sorte intérêt. Et on imagine qu'une banque continue à vivre comme il y a 40 ans, 50 ans, et évidemment comme au 19e siècle, que en quelque sorte c'est le taux d'intermédiation, c'est-à-dire l'intérêt net qui l'a fait vivre. Ce n'est plus vrai. D'abord, les taux sont si bas quand on emprunte, notamment des institutions, à 0,80, 0,90, vous imaginez, donc taux négatif, que la banque n'en vit pas. Donc une banque vit de services. C'est comme ça. Elle vit de services, elle vit de commissions, sur, y compris par exemple, la vente de contrats d'assurance. Donc pourquoi on est banque assureur aujourd'hui? Effectivement, pour nourrir la machine. Merci beaucoup Philippe Sueur pour votre commentaire. Je rappelle que vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du département du Val d'Oise. Alors, dernier sujet avec vous, si vous voulez bien, Philippe Sueur, c'est l'électricité. Le régulateur propose une hausse de 1,6% du tarif pour les particuliers, conséquence, dit-il, de la crise sanitaire sur le Covid, alors qu'il y avait déjà eu une hausse l'année dernière de 4%. Cette augmentation, toute taxe comprise, concernerait les tarifs dits bleus, c'est-à-dire les tarifs résidentiels, et représenterait 15 € en moyenne par an d'augmentation sur la facture du client, a dit donc la Commission de régulation de l'énergie. Elle propose également une hausse de 2,6% TTC pour les professionnels, mais pour le moment, le gouvernement n'a pas encore donné son feu vert. Chaque mois, il serait près de 100 000 Français, en tout cas, à quitter EDF au profit d'un fournisseur alternatif en raison de la crise sanitaire. Et puis, mobilisation importante contre le projet Hercule d'EDF. Près de 200 agents se sont réunis à Lyon devant la centrale hydroélectrique de Villeurbanne-Cussey pour protester contre le démantèlement, disent-ils, d'EDF. Ils dénoncent donc le projet du PDG, Jean-Bernard Lévy, qui a proposé un projet baptisé donc Hercule, qui pourrait se traduire par une scission du groupe en 3 entités. Une entreprise publique, EDF Bleu, pour les centrales nucléaires. Une autre, EDF Vert, cotée en bourse pour la distribution d'électricité et les énergies renouvelables. Et une troisième, EDF Azur, qui coifferait les barrages hydroélectriques. Les patrons des principales confédérations ont écrit à Emmanuel Macron, le sommant de renoncer à Hercule. Et une pétition en ligne lancée en fin d'année dernière a déjà dépassé les 30 000 signatures. Le débat sur Hercule pourrait être ouvert à tous les Français. Les sénateurs et les députés socialistes ont d'ailleurs fait part de leur intention de déposer une proposition de référendum d'initiative partagée contre ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Sueur? Ça réveille en moi cet immense regret et critique d'avoir privatisé EDF. Bien sûr que nous étions sous la pression des directives européennes, mais cette privatisation n'a rien de bon, parce que elle a conduit à des écrasements, en quelque sorte, des investissements, les marges devant être privilégiées. On a bien vu la qualité du service auprès des collectivités. Moi, j'ai un souvenir en tant que maire qu'il y a 20 ans, EDF, les services d'EDF étaient exceptionnels. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est beaucoup plus long. Pour avoir un compteur jaune, pour nous, c'est-à-dire une grosse puissance, on attend 2 mois, 3 mois, il faut une étude. Bon. Donc, il y a de la bonne volonté, bien entendu, mais le service n'est plus là. Le démantèlement, tel qu'il est envisagé, est inacceptable parce qu'il y a en réalité, derrière ce projet Hercule, ce que le gouvernement avait souhaité, c'était la privatisation des barrages. Bon. Des barrages hydroélectriques. Absolument, des barrages hydroélectriques. Je rappelle quand même que les barrages représentent 12% encore l'hydroélectrique de la production d'électricité française.
également, parenthèse, hein, que nos auditeurs sachent, on peut quand même être assez fiers, nous sommes le premier producteur mondial d'électricité. On l'était, on vient d'être rejoint, on est à égalité avec la Chine. Hein. C'est quand même 540 terawatts par an, hein, et c'est 25% de l'énergie consommée en France. Hein. Bon. Néanmoins, l'hydraulique, c'est 12% encore. Et c'est ce qui revient le moins cher, hein, entre 15 et 20 euros, hein, le mégawatt. Bon, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. On ne va pas privatiser ça, c'est pas possible. Voilà. Bon, que le nucléaire reste d'État, ça paraît évident, hein, au regard du risque, de la stratégie. Mais, et quant au nucléaire, il faut quand même là aussi qu'on puisse mettre en face de leurs responsabilités, hein, tous les chantres d'une écologie absolue et essentiellement d'énergie renouvelable. Hein, mais le nucléaire, c'est encore 70%, 66% pour l'année écoulée de la production. À un coût, c'est là on revient aux augmentations de tarifs, à un coût qui est de 60 euros le mégawatt, hein, pour les anciennes centrales complètement amorties et de 100 euros pour les centrales plus modernes. C'était 82% il y a 10 ans. On a donc déjà dégradé de 10% la production de nucléaire au profit, effectivement, hein, d'énergie renouvelable qui coûte très cher, beaucoup plus cher qu'on imagine. Et en plus, l'éolien, c'est minimum 90 euros. Quand on est en offshore, on n'a pas beaucoup l'opportunité, on est à 200 euros. Le solaire, c'est 142 euros. Donc, si le Français veut conserver et bénéficier de tarifs attractifs, bah, il faut que la production d'énergie elle-même soit effectivement, hein, bien, stabilisée. Hein. On a encore du fossile, il y a encore 8% de fossile. Il ne coûte pas très cher, mais il coûte cher, il coûte beaucoup plus cher. C'est le nucléaire, l'hydraulique, c'est le champion. Il faut en quelque sorte remettre en service quand on a suspendu ou créé encore de la production hydraulique. Et puis le nucléaire, désolé, hein, bien sûr qu'il y a toujours eu des risques dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Hein, on prend toujours, bon, il y a un anniversaire regrettable, c'est le Japon, mais s'il y a eu un accident, il est d'abord naturel, c'est le tsunami qui a effectivement provoqué, hein, l'écroulement, hein, l'explosion de cette centrale. Voilà. Bon, je pense qu'il faut que nos contemporains, nos concitoyens soient bien conscients de tout ça, hein, que, hélas, bon, il y a l'Europe qui a conduit à cette privatisation, hein, mais il y a surtout la fourniture. Et puis c'est notre indépendance en plus qui est en jeu, oui, c'est ça que vous voulez dire. Bien entendu. Merci Avant, beaucoup. on livrait régulièrement de l'électricité à nos voisins, c'est plus toujours le cas. Merci beaucoup Philippe Sueur. Yann Marché, vous voulez réagir? Je vais revenir un petit peu à notre champ d'activité. Au cinéma. Sur le cinéma, l'audiovisuel, effectivement, on est tous sensibles à la partie justement environnementale, la consommation d'énergie, et comment réduire cette consommation d'énergie, au-delà des différentes sources disponibles. Et c'est vrai que l'industrie du cinéma, et notamment les effets visuels, l'animation, se sont justement emparés de cette question pour essayer de trouver des solutions pour réduire l'impact environnemental que peut produire justement la fabrication d'un contenu, notamment ces fameuses fermes de rendu qui permettent de calculer les images, qui sont énormément énergivores, et donc de trouver des solutions pour recycler cette énergie, notamment pour chauffer les bâtiments. Et il y a des studios qui mettent en place aujourd'hui des solutions. Je pense à une société comme Carnot Computing, qu'on a invité cette année justement pour parler des solutions, parce que c'est important aussi de trouver des solutions pour optimiser justement cette consommation d'énergie. Et on a des studios d'animation, par exemple, comme Tinto, qui a entrepris une démarche pour trouver justement comment utiliser toute cette énergie quelque part un peu perdue pour l'intégrer dans d'autres systèmes de chauffage qui sont importants. Donc il y a des idées, il y a des solutions qui émergent. Et donc le cinéma devient éco-responsable, on peut dire. Oui, en tout cas, il essaye. Depuis quelques années, il trouve des solutions, il cherche. Il cherche. Merci beaucoup Yann Marché. C'était la fin des infos. On va tout de suite faire une pause musicale et on entame notre deuxième sujet du jour, le festival Paris Image Digital Summit qui débute aujourd'hui. Nous
voici à la chasse aux étoiles, on peut le dire, avec au bar de l'économie, avec mes invités du jour, car le deuxième sujet du jour, c'est le festival Paris Images Digital Summit. Paris Images, je devrais dire, avec Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains et directeur de la culture, et Yann Marché, commissaire finalement du Paris Images Digital. Alors, cette année, tout se transforme. Vous êtes obligé de vous adapter à la pandémie. Qu'est-ce qui se passe donc, Dominique Roland? Alors, il se passe que cette édition, alors nous avons connu évidemment 2020 parce que nous étions au mois de janvier, et évidemment le confinement n'était pas encore là, mais nous avions déjà, pour vous situer, c'est la 7e édition 2021, et nous avions 800 accrédités, nous avions plus de 3000 visiteurs. Et il faut aussi savoir que sur l'emploi, c'était aussi sur le salon finalement entre professionnels et chercheurs d'emploi, c'était 200 emplois qui ont été créés, c'est important. 200 emplois chaque année, c'est énorme. Voilà, et là, cette année, eh bien, nous sommes face à la Covid-19, donc une autre version. Alors nous avons réfléchi, Yann Marché, toutes les équipes et puis les professionnels, finalement, comment penser cette édition. Alors, je veux rappeler pour nos auditeurs que le Paris Images Digital Summit est organisé par la ville d'Enghien, bien sûr avec des partenaires que sont la région Île-de-France, que sont le département du Val-d'Oise, le CNC, Cap Digital, et puis d'autres partenaires comme bien sûr le CNC, très important aussi dans ce domaine. Et puis, ce qui est important pour cette édition, c'est finalement eh bien, de passer par le virtuel. Finalement, le Centre des Arts devient, avec la pandémie, finalement, les personnes empêchées à distance ont accès directement à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 25 et jusqu'au 29 janvier, accès directement aux conférences, accès aux keynote, enfin l'ensemble des propositions, au Genie Award. Donc là, c'est mercredi et c'est en direct, évidemment. Eh bien, oui, cette édition est tout à fait particulière parce que nous avons exceptionnellement donné l'accès gratuitement à les accréditations. Eh bien, tout est gratuit, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir accès à 35 conférences au total. Hein, je parle de toutes les conférences, y compris des événements partenaires, et Yann Marché en parlera également, c'est-à-dire avec Production Forum, qui sont les salons des lieux de tournage qui se déroulaient à Paris dans le passé, et nous avons un peu fédéré, rassemblé finalement Enghien-les-Bains sur un plateau de télévision, c'est-à-dire que le PID, c'est un plateau au Centre des Arts, avec aussi d'autres partenaires que sont AFC, qui sont l'association des directeurs de la photographie du cinéma, évidemment l'industrie du rêve, qui est le festival des métiers et techniques du cinéma, et puis aussi en même temps l'idée de transformer finalement les revers en victoire, c'est-à-dire de faire de cette édition, eh bien, montrer que finalement la filière, c'était un des thèmes abordés, quel était l'impact de la Covid-19 sur justement la filière des effets spéciaux. Eh bien, pour nos auditeurs, sachez que justement, ça a un avantage, c'est de pouvoir tout faire en virtuel. Alors ça ne remplace pas la présence évidemment d'un événement que nous souhaitons tous retrouver dignement, mais c'est en même temps une réflexion à porter pour faire qu'un territoire peut être amplifié. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce qui se déroule dans le territoire physiquement, c'est aussi ce qui peut être amplifié, c'est-à-dire finalement c'est le festival augmenté, c'est-à-dire que l'on peut suivre en direct, on peut suivre en replay, c'est-à-dire qu'on peut rediffuser, et là différents thèmes sont abordés. Là je laisserai Yann nous en parler, parce que nous avons toujours les génies, nous avons toujours des rencontres professionnelles, la rencontre entre professionnels, et puis aussi une partie éducative importante, puisqu'on ne peut plus ouvrir un théâtre pour les jeunes publics, eh bien ce sont à la fois nos équipes qui se déplacent dans les écoles. Alors écoles, collèges, lycées, eh bien ce sont les ateliers qui sont dans des domaines, je dirais, qui sont porteurs pour des jeunes qui voudraient par la suite se former et devenir des superviseurs des effets spéciaux. Et puis rappeler quand même que nous sommes dans un écosystème enghien où nous avons une école maintenant Artefix Academy, qui est une école de formation sur le cinéma d'animation, sur les effets spéciaux et puis sur la 3D. Donc c'est vrai que cet environnement est un environnement vraiment propice évidemment à faire que cette édition exceptionnelle soit aussi
porteuse de messages et porteuse d'avenir. Alors justement, Yann Marché, donc on a bien compris, merci Dominique Roland, que vous avez complètement, vous êtes adapté à cette pandémie Covid et que vous avez créé un plateau de diffusion. J'ai bien compris que c'est là-dessus que va être diffusé toutes les conférences, les 35, le forum de production, les Génie Awards, les rencontres professionnelles et même les ateliers collège, lycée. Ça, j'ai bien compris. Par contre, Yann Marché, du coup, concrètement, quelle plateforme de diffusion avez-vous choisi pour ce plateau ? Alors déjà, on a créé cette plateforme de diffusion. Tout d'abord, je voulais saluer la ténacité du maire d'Angoulême, Philippe Sueur, de Dominique Roland, parce qu'on s'est posé quand même beaucoup de questions en octobre dernier, quand effectivement il y a eu le deuxième confinement, et fallait-il maintenir l'événement, le reporter. Et avec justement l'ensemble des partenaires, on a choisi de faire de cette difficulté une force, de dire faut maintenir les dates, faut maintenir l'événement, ne serait-ce que vis-à-vis de la communauté justement du cinéma et de l'audiovisuel. Et on a pris la décision de se réunir tous ensemble à Angoulême. Donc quand je dis tous ensemble, c'est les 5 manifestations du Paris Images, ce qui nous permet de proposer toute une semaine autour des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc ça démarre aujourd'hui avec une première manifestation avec des conférences qui démarrent d'ailleurs à 15h. Nous-mêmes au sein du Digital Summit, la plateforme donc sera en ligne dès aujourd'hui pour pouvoir prendre des rendez-vous, c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, prendre des rendez-vous pour la carrière faire, pour pouvoir rencontrer les studios, mais aussi les écoles qui proposent justement aux futurs étudiants de les rencontrer pour justement mieux connaître ces métiers. Donc la carrière faire va être ouverte du lundi au vendredi. D'habitude, c'était juste pendant l'événement, donc on a choisi, c'est l'un des avantages du virtuel, c'est qu'on peut se donner aussi un peu plus de souplesse. Et puis, on a également 3 contenus exclusifs qui vont être disponibles aujourd'hui sur notre plateforme. Une section on demand qui permet de découvrir déjà 3 études de cas sur 3 films. Et on aura à partir de mercredi déjà les Génie Awards. On a une conférence dite transversale autour de la production virtuelle, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure à 18h le mercredi. La cérémonie des Génie Awards à 20h30 qu'on a réussi à maintenir. Puis le jeudi et vendredi, comme c'est le cas traditionnellement chaque année, 2 journées complètes de conférences sur les grands enjeux de l'industrie des effets visuels et de l'animation. Alors concrètement, comment je fais moi, auditeur, qui a envie de suivre tous ces événements, comment ça se passe? Est-ce que je dois me faire accréditer? Alors c'est très simple, en fait il suffit d'aller sur le site du Paris Images Digital Summit, de s'inscrire. Donc on va sur Internet, sur le site Internet. Voilà, okay. On s'inscrit sur la plateforme, sur notre site Internet, donc Paris Images Digital Summit. De dire effectivement que cette année, alors c'est .com, parisimage-digitalsummit.com. En cherchant par Google, on trouve facilement la référence. Et ensuite, il y a un module d'inscription, on s'inscrit et on va recevoir un lien qui va permettre de se connecter sur la partie live stream, c'est-à-dire on va pouvoir découvrir les conférences grâce à ce login qui est simplement notre adresse internet, notre adresse email, pardon. Et ce qui est très important, parce que d'habitude c'est un événement payant et ça reste un événement professionnel, mais qu'on a souhaité ouvrir au plus grand nombre d'une certaine façon pour ceux qui veulent découvrir ces métiers-là. Et donc cette année, c'est gratuit. Donc si les Anguénois veulent suivre les conférences, ils peuvent massivement s'inscrire sur notre site. Et il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, il y a des conférences qui sont très pointues, mais d'autres qui sont beaucoup plus accessibles. Et ça peut permettre peut-être de créer des vocations pour ceux qui sont intéressés par ces métiers. Mais tous les auditeurs qui nous entendent ou qui nous voient, puisque nous diffusons le bar de l'économie sur plusieurs plateformes, sur les réseaux sociaux, peuvent également l'entendre, puisque c'est toujours à la moitié en français, à moitié en anglais, j'imagine, toutes les conférences. Alors on aura cette année 3 conférences en anglais. D'ailleurs c'est précisé sur le programme. Donc là effectivement il faut mieux maîtriser la langue de Shakespeare. On ne les a pas traduites parce que tout ça se fait vraiment dans un cadre du quasi direct. On aura ensuite par contre du replay qui interviendra la semaine suivante. Au fur et à mesure certains contenus seront mis en ligne. Mais l'essentiel des conférences est en français. Donc, ce que je retiens, c'est que cette année, d'abord, tout est gratuit. Ça, c'est très important, finalement. Ça va ouvrir l'audience, j'imagine. Et puis, il faut tout simplement se connecter sur le site Internet. On reçoit un lien, en fait, et c'est comme ça qu'on a accès tous les jours. Donc, le lien, une fois qu'on a le lien, il est valable tous les jours, j'imagine. Exactement. Une fois qu'on est inscrit, qu'on a son lien, on va pouvoir suivre les conférences, en profiter. Et encore une fois, il y a notre événement qui démarre à partir de mercredi, mais aussi les événements de nos partenaires, ce qui permet vraiment d'avoir
un choix énorme. Il faut aussi du temps, parce que c'est toute la journée, mais il y en a un peu pour tous les goûts. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que sur le site internet, vous pouvez sélectionner les conférences qui vous intéressent et les intégrer dans votre agenda, ce qui vous permet de ne pas rater le début d'une conférence, parce que on sait effectivement l'une des difficultés du virtuel, c'est qu'on a toujours plein d'autres choses à faire en même temps. C'est un peu un des désavantages par rapport à du présentiel, c'est qu'on va sur un événement, on y assiste. Par contre, quand on est à distance, parfois, on a d'autres choses à faire. Voilà. Donc, il faut, pour ne pas rater les conférences, c'est important de l'intégrer dans son Donc, agenda. tout le programme est détaillé sur le site internet et comme ça, on peut réserver dans son agenda l'horaire en question. Exactement. Alors, revenons sur ce que vous avez dit et notamment les offres d'emploi, la carrière à faire. Là, par contre, comment ça s'organise ? Alors là, pareil, on a basculé en virtuel, tout simplement. On a des stands virtuels. Donc, les studios ont déjà présenté leurs offres depuis plusieurs semaines. Justement, on a lancé ça début janvier pour pouvoir présenter les offres d'emploi. Ce qu'on a proposé cette année, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, c'est qu'on a ouvert à des écoles. Il y a notamment Artefix qui est présent et au total, ça fait 9 sociétés. On a 5 studios, 4 écoles. Les écoles étaient intéressées par 2 choses. La première, c'est pour rencontrer, parce que c'est aussi compliqué pour rencontrer aujourd'hui les étudiants. Il y a des journées portes ouvertes aujourd'hui, elles sont en virtuel, donc c'est aussi beaucoup plus complexe. Donc j'étais intéressé justement de pouvoir rencontrer les futurs, les futurs diplômés de ces formations-là. Donc et Artefix a lancé sa formation en septembre dernier à Enghien-les-Bains, et disponible d'ailleurs pas seulement à Enghien, mais également à Montpellier et à Roubaix aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est une opportunité justement pour les jeunes qui viennent d'avoir le bac ou qui ont fait 2 années d'études de pouvoir se dire ces métiers-là m'intéressent, je veux travailler dans le jeu vidéo, dans l'animation, dans les effets visuels. Encore une fois, malgré la crise, il y a encore de l'emploi, donc ça c'est important quand même de le signaler. Et donc c'est des opportunités possibles. Et puis côté studio, et les studios continuent à recruter. Un peu moins que les autres années, évidemment, parce qu'il y a eu des retards aussi en termes de production. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'activité, mais certains films n'ont pas pu être tournés, notamment lors du premier confinement, ce qui fait que ça a décalé un peu la production de certains films. Donc on recrute un petit peu moins en ce moment, mais c'est vraiment conjoncturel. Ça va vraiment repartir dès qu'on aura fini, et on l'espère le plus vite possible. Avec cette pandémie, ça va vraiment repartir. Côté animation, on continue à produire, parce que l'avantage de l'animation, c'est qu'on peut s'organiser, les gens peuvent organiser le travail à distance, ce sera un des thèmes qu'on va aborder pendant le PIDS. Et donc même s'il y a eu un petit peu de retard pris par les productions, il y a encore beaucoup de livraisons qui se sont effectuées pendant le confinement. Merci beaucoup pour toutes ces informations très pratiques, Yann Marché, à propos donc du Paris Image Digital Summit qui débute aujourd'hui, dès cet après-midi, 15h, sur les plateformes, donc par Internet. Il suffit que vous alliez souscrire sur le site parisimagedigitalsummit.com et vous aurez un lien pour assister à toutes les conférences gratuitement. Alors, il y a 35 conférences, on ne va peut-être pas toutes les détailler, mais ça serait bien quand même de nous rappeler les grands thèmes et puis de nous parler peut-être de celle qui aura lieu mercredi à 18h, Dominique Roland. Oui, alors je voudrais aussi rappeler pour nos auditeurs que nous avons également la sortie cette année, c'est un nouveau MOOC, Massive Open Online Course, qui est la formation en ligne finalement pour tous les publics qui méconnaissent tous ces métiers finalement, ce que nous appelons les architectes de l'ombre. Nous connaissons toujours les réalisateurs, les producteurs, les comédiens, mais ces superviseurs des effets spéciaux vont être à partir d'aujourd'hui. Donc ce MOOC a été réalisé, évidemment, sortie spéciale pour le PIDS 2021, avec la Fondation Orange. C'est pour le Centre des Arts un deuxième MOOC. Le premier était sur art et création numérique. Cette fois-ci, avant même de commencer, d'ouvrir ce MOOC aux inscriptions, nous avons préinscrit déjà plus de 2000 préinscrits. Alors ça veut dire que, c'est évidemment... 2000 préinscrits, oui, donc c'est énorme. 2000 préinscrits, parce que ça veut dire que ces métiers d'avenir, ce que rappelait Yann Marché aussi, sont des métiers aujourd'hui qui sont incarnés à travers ce MOOC, à travers, on part évidemment des inventeurs, de Méliès, des premiers effets spéciaux, en passant par l'ère numérique avec Jurassic Park, en allant vers évidemment la découverte de comment on fabrique des paysages, des environnements, comment des créatures, les personnages sont réalisés.
et à travers évidemment toutes les sociétés, en particulier françaises, qui sont dans ce domaine. Rappelons que la France est un peu dans le top 3 hein, d'exportation de ses talents. Et puis en même temps, avec tous ceux qui ont été enregistrés pendant les anciennes éditions, je dis ça pour nos auditeurs, vous allez voir découvrir Denis Muren, vous allez voir des plus grands superviseurs des effets spéciaux, qui ont été d'ailleurs non seulement oscarisés, mais qui ont été récompensés dans le cadre des Gilles Par le Awards, PIDS. dans le PIDS et dans le Paris Images. Et donc là, c'est un volet très intéressant parce que ça touche la formation et puis ça révèle finalement ce que est aussi un point très important qui est le sens même du Paris Images, le Digital Summit, c'est-à-dire de développer cette filière, évidemment, de l'incarner par des professionnels, de récompenser ces professionnels. Alors, bien sûr, moi j'ai à côté de moi Philippe Sueur, c'est vrai que dans cette période de pandémie, il n'y avait pas d'événements culturels, rien, tout était à l'arrêt. Et quand la question a été posée, effectivement, est-ce qu'on maintient le PIDS? Philippe Sueur dit oui, on maintient le PIDS. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que rien n'est ouvert. Si les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés, les expositions, n'en parlons pas, les musées. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cet événement, qui est un événement qui est porteur d'avenir, je dis pour les jeunes, pour l'emploi, eh bien, est un événement qui maintenant est incontournable parce que cette année, nous allons pouvoir, non seulement, j'ai parlé de la formation en ligne, des écoles qui sont aussi qui sont invitées dans cet événement, tous les professionnels, mais c'est aussi dire que nous allons quand même continuer dans l'avenir à enregistrer ces conférences, même si l'accès sera, nous l'espérons, pour la 8e édition, parce que c'est une histoire qu'il faut remonter il y a 9 ans. Hein, c'est parti avec le Paris FX à Enghien-les-Bains, qui est un événement qui est organisé sur Paris, qui est arrivé sur Enghien-les-Bains, et par la suite, donc, la création du Paris Images Digital Summit. Donc aujourd'hui, nous sommes à un moment un peu charnière, finalement. Alors, je vais, si vous me permettez, laisser finalement, ce que vous avez appelé commissaire tout à l'heure, mais qui est notre délégué général, de vous parler des Genie Awards, c'est-à-dire dans les sept catégories, hein, qui sont les prix, qui sont ceux qui sont nommés, et dont on saura mercredi prochain, dans 2 jours, nous aurons évidemment les lauréats. Alors les lauréats, on ne peut pas évidemment, bien sûr, c'est secret, c'est confidentiel. Secret, mais c'est important de savoir dans quel domaine d'ailleurs ils sont déjà nommés et sélectionnés. Alors Yann Marché, vous êtes délégué général du Paris Images Digital Summit. Alors finalement, parlons de cette journée de mercredi, où c'est d'ailleurs toujours le mercredi, les Genie Awards. On a maintenu justement, c'est important, cette temporalité, et les gens sont habitués à un certain rythme autour du PIDS. Donc qui est mis à l'honneur mercredi soir? On a quand même adapté notre événement. On a pris la décision, avec notre comité éditorial, de ne pas remettre cette année de Génie d'honneur, parce que c'était important, c'est toujours un moment de célébration, un moment d'émotion, et le fait de ne pas avoir de gens dans la salle, ça perdait un petit peu de sens. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on connaît, nous, déjà, les Génies d'honneur de 2022. Donc, on va gagner un petit peu de temps de ce côté-là. Mais par contre, on a choisi et décidé de maintenir cette cérémonie, cette récompense, parce que les studios ont continué, comme je disais tout à l'heure, à travailler cette année, à produire des contenus. Et donc, c'était important de montrer, de mettre à l'honneur justement toute cette créativité. Donc, on aura 7 catégories, le long métrage, la fiction télé qui se développe de plus en plus. Il y a beaucoup de programmes streaming cette année, notamment avec les plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video. Et puis, également la publicité, l'innovation. On a beaucoup innové, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Les films étudiants, toujours très important. Il y a une qualité, encore une fois, exceptionnelle dans ce domaine-là. On a vraiment une filière incroyable. Donc tout ça sera évidemment présenté dans le cadre des Genie Awards. Il ne faut pas manquer cette cérémonie qui est à 20h30 sur le lien live stream qu'on évoquait. Donc mercredi. Mercredi, voilà. Alors justement, parlons d'innovation, parce qu'on innove encore dans ces techniques. Moi, je pensais qu'on était arrivé au summum quand on voit les films, ça s'arrête jamais, il faut toujours se remettre en cause. Ce qui est intéressant dans cette filière-là, c'est qu'ils sont habitués à s'adapter, à trouver des solutions en permanence. Quand vous avez un nouveau projet, vous repartez quelque part de zéro, vous avez un nouveau challenge à relever, et donc ils sont habitués finalement à faire ça. Et donc cette pandémie, ils se sont adaptés. Ils sont adaptés déjà en termes d'organisation de travail, très important, avec la remote production qui s'est développée et qui va, franchement,
ça va être un changement d'organisation qui va impacter durablement l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va offrir des opportunités à des gens qui voulaient peut-être plus être à Paris, qui disent tiens, j'ai envie d'être en province parce que j'ai une meilleure qualité de vie, mais je peux quand même travailler pour un studio. Avant, c'était compliqué, les gens n'osaient pas franchir le pas, je parlais des dirigeants. Et aujourd'hui, ils voient que c'est possible. Ah, vous voulez dire que le travail à distance est en train de se mettre en place dans ces milieux du cinéma, alors qu'avant, c'était pas possible? C'est pas que c'était pas possible, c'est que simplement, il y avait une volonté d'avoir. Il y avait aussi des contraintes liées à la sécurité, évidemment, des contenus, la confidentialité qui restent importants. Mais puis il y avait aussi le côté de travailler en équipe, évidemment. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est possible. Et aujourd'hui, les studios, chacun travaille chez soi d'une certaine manière. Ils ont organisé en termes d'outils, en termes de connexion, en termes aussi de management, parce que évidemment le télétravail ne convient pas à tout le monde. Donc, mais en tout cas, ils se sont adaptés. Et ça veut dire qu'à l'avenir, on pourra être beaucoup plus hybride d'une certaine façon, avec des projets qui devront se faire évidemment au sein des studios, mais on pourra faire appel à des talents extérieurs, et ça se fait maintenant de façon assez régulière. Donc ça va ouvrir une nouvelle organisation en termes de studios. Là, vous parlez à la fois des films comme des séries télévisées. Voilà, alors là je parle vraiment de la fabrication en studio, donc pour les effets visuels, pour l'animation. Évidemment, les tournages, il faut toujours se rendre sur le lieu. Mais en tous les cas, pour ces métiers-là, c'est tout à fait concevable et possible. Et les studios, de toute façon, ont dû s'organiser pour pouvoir délivrer les contenus à temps. Donc c'est vrai qu'on a vu que cette année, ils ont dû, encore une fois, innover en matière d'organisation, mettre de solutions techniques. Et après, pour la partie plus fabrication des contenus, il y a eu un effet d'accélération. Par exemple, si vous prenez votre iPhone, aujourd'hui, vous avez des applications comme Replace qui vous permettent de remplacer le visage d'un acteur connu dans une séquence de film et de mettre votre visage à la place. Et ça, vous pouvez le faire très simplement, c'est accessible pour n'importe qui. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Et ça se développe de plus en plus. Donc il y a des applications grand public, un peu fun qu'on peut utiliser, mais évidemment, ces applications-là, on les retrouve de plus en plus dans le cinéma pour des techniques notamment de rajeunissement. Voilà, l'acteur, lui, il y a un flashback, c'était 10 ans, 15 ans avant. Voilà, on va le rajeunir par le numérique. Donc ces techniques-là s'améliorent. Et on a aussi par exemple, tout simplement, on a une image avec un paysage, on a besoin de voir comment sera l'image finale, et rapidement, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir, l'intelligence artificielle va recréer finalement le paysage tel qu'on le verra en version finale. Donc on va gagner également du temps pour pouvoir voir si la scène fonctionne, si les pavés sont bien comme on a imaginé qu'ils seront, enfin voilà, pour prendre des exemples comme celui-ci. Et donc tout ça fait que ces outils-là vont vraiment améliorer l'organisation, enfin la fabrication des contenus. Il y a un autre point important qu'évoquait tout à l'heure Dominique, c'est la production virtuelle. On en parle depuis plusieurs années au PID, on parle de production virtuelle de temps réel. On avait des exemples, mais il n'y avait pas encore de développement vraiment industriel. Et là, on est en train de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, quand on parle de temps réel, c'est de pouvoir à la fois filmer et de faire les effets visuels en même temps. Jusqu'à présent, on avait une phase de tournage et puis après ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire d'intégrer des images qui ont été truquées en post-production, qui ont été compositées, notamment avec les fameux fonds verts qu'on évoquait. Et ce n'est pas la fin du fond vert, mais par exemple, de plus en plus, on a du tournage sur mur LED, c'est-à-dire qu'on voit l'image, le fond tel qu'il sera le paysage, ou ça peut être un univers complètement on tourne une scène le jour J, et tout de suite, dans les 10 minutes qui suivent, j'exagère un peu, dans l'heure qui suit, on peut dire que le temps réel, on a l'image finale. Alors après, on peut faire un peu de travail de post-production pour affiner un peu tout ça, mais en gros, on peut quasiment sortir avec son image finale. Ce qui fait qu'on simplement on change la manière d'organiser les choses. Au lieu de donc faire on raccourcit le temps de fabrication d'un film. Alors, pas forcément les raccourcir, mais on va organiser les choses différemment. C'est-à-dire qu'on va préparer beaucoup plus en amont, justement, ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire tous les outils d'intégration 3D qu'on va mettre à l'écran, donc notamment voilà, des décors virtuels qui vont s'intégrer à l'écran. Et on va pouvoir, par contre, les filmer en temps réel. C'est intéressant pour le réalisateur parce qu'il peut appréhender exactement son image finale. C'est intéressant pour les acteurs parce qu'à un moment donné où il y a une explosion, vous devez avoir peur, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, les acteurs, ils savent faire, mais parfois c'est difficile de dire tiens, tu dois regarder là, il y a un fond vert, mais mets ton regard ici. Là, il peut regarder exactement, voilà, il y a une incarnation qui se fait. Voilà, il voit tout de suite si la scène il l'a bien faite ou s'il faut recommencer finalement. Voilà, et puis surtout, il peut beaucoup plus se projeter dans la séquence. Donc ça, c'est vraiment important pour les acteurs, c'est important pour les gens de la lumière ou du décor parce qu'ils peuvent travailler leur éclairage
en ayant les bons reflets, la bonne lumière grâce à ce décor virtuel. Alors qu'après, ils devaient retravailler ensuite en post-production des trucs tout bêtes, hein, faire un reflet par exemple sur des lunettes. Vous allez avoir le bon reflet, la bonne lumière, ça peut prendre un temps fou. Et donc c'était une sorte de compromis qu'on essayait de trouver ensuite en post-production. Donc là, vous pouvez tout de suite le voir. Donc ça change beaucoup de choses. Donc c'est toutes ces innovations qu'on va pouvoir écouter des conférences sur toutes ces innovations pendant cette séquence festival. Et encore une fois, elles sont accessibles. Je veux dire par là, c'est que vraiment, on a tenu à proposer à la fois des contenus qui sont pointus, mais accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment comprendre à travers les exemples qu'on donne comment ça fonctionne. Il y a eu plusieurs séries, une série qui passe sur Disney+, qui s'appelle Le Mandalorian, qui est une déclinaison de Star Wars. Et donc, eux ont popularisé ce système justement de production virtuelle avec écran LED. Et donc, ça a marqué justement une nouvelle étape dans la production de films. Et je prends un exemple qui va parler à tous les auditeurs. La série Un si grand soleil qui passe tous les soirs sur France Télévisions est produite en temps réel. Alors, il n'y a pas encore les écrans LED, mais ça va venir. Il y a encore les fonds verts, mais il y a l'intégration des décors en temps réel pour gagner en temps à la fois de post-production pour pouvoir quasiment livrer les épisodes tout de suite. Et je dois saluer le travail qui est fait par les tontons truqueurs, Christian Guillon, qui a reçu d'ailleurs un génie d'honneur dans le cadre du PIDS, et puis les équipes aussi de post-production de France Télévisions qui innovent vraiment dans ce domaine. Et donc tout ça, c'est cette semaine sur la plateforme ParisImageDigitalSummit.com où là, je rappelle, on obtient un lien pour pouvoir assister à tout. Alors, une fois qu'on aura assisté à tout cette semaine, est-ce que la semaine prochaine, la plateforme va rester et on pourra revoir éventuellement en replay des choses, des conférences qu'on n'a pas bien entendues? Comment ça va se passer, Dominique Rolland? On peut avoir accès directement sur la plateforme. Ensuite, pour les conférences, ce seront les thèmes qui sont précisés. Tous ces thèmes, je voudrais juste donner un élément aussi sur les enjeux du PID, sur aussi ces changements sur l'économie de production. Je crois que ça, c'est un élément très important. Et en particulier, là a été évoqué, Yann a évoqué des différentes aujourd'hui techniques. Rien n'arrête les productions aujourd'hui. Nous avons par exemple, ce qui était autrefois, on a parlé des cascades, Rémi Julienne au début, c'est vrai que on ne remplace pas ce qui a été fait d'une manière par une autre. On travaille différemment, ça c'est autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie de production a changé avec les effets visuels, les effets spéciaux, avec notamment quand on crée autrefois, je pense à Ben Hur ou à d'autres films, des grands films alors épiques, avec des foules, avec des personnages où il fallait réunir de 200 à 2000 figurants. C'est une économie de production. Aujourd'hui, eh bien, nous voyons fabriquer en studio avec 10 personnages qui sont réels. On fabrique des foules, des centaines de personnages, des milliers de personnages. Ça a changé complètement la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réalisateurs peuvent s'appuyer sur ces métiers et sur ces superviseurs pour faire échanger la donne, effectivement. Et il n'y a pas de limite à cela. Ça change complètement la façon d'écrire, même de composer, d'écrire, de scénariser et de réaliser. Donc ce sont tous ces changements d'organisation à la fois, et puis avec la Covid-19, je veux dire, finalement, le virtuel est en train pas de compenser le réel, mais est en train, en tous les cas, de le compléter. Bien sûr, et justement, Yann Marché, quel est l'impact de cette pandémie sur le cinéma? Alors, on voit bien que pour les plateformes comme Netflix, Amazon ou Salto, qui va prendre de l'ampleur, ça marche très fort. Par contre, le cinéma, en tant qu'espace visuel sur un grand écran, où en est l'impact économique? Où en sont-ils? Alors bon, déjà les cinémas sont fermés, donc effectivement les plateformes, c'est du pain béni pour les plateformes qui ont évidemment vu augmenter leur nombre d'abonnés. Netflix c'est 200 millions, je crois que Disney+ a atteint ses objectifs en un an, ce qui était prévu pour 4 ans, donc évidemment c'est un accélérateur d'activité de croissance pour les plateformes. Néanmoins, je crois vraiment, et c'est pareil pour le spectacle vivant, c'est que dès qu'on va pouvoir réouvrir, démarrer, les gens adorent aller au cinéma. D'ailleurs, avant la pandémie, en France, c'était plus de 200 millions de spectateurs. C'était les niveaux qu'on retrouvait dans les années 50.
Donc je ne suis pas du tout inquiet sur l'envie des spectateurs de retourner dans les salles. Et encore une fois, il y a des films qui peuvent se voir sur petit écran. C'est un peu comme aller se faire livrer à manger chez soi ou parfois cuisiner et puis de temps en temps dire on va se faire un super bon restaurant. Bah, c'est pareil avec le cinéma. Donc d'ailleurs, peut-être qu'on dira tiens, le film je vais le voir sur grand écran et puis je me le referai une semaine plus tard chez moi parce que j'ai envie de le revoir. Donc je crois vraiment que l'expérience cinéma va continuer. D'ailleurs, les salles continuent aussi à innover. Ce n'est pas notre sujet dans le cadre du PIC, mais continuent à innover pour proposer une expérience de plus en plus forte en termes de son, en termes d'image. On a des films à grand spectacle, donc on a besoin de les voir sur grand écran. Donc là-dessus, je ne suis pas du tout inquiet. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'activité, forcément, les films qui devaient se faire cette année, il y a eu un peu un recul. Donc pour les studios de VFX, forcément, il y a un décalage en termes d'activité. On en reparlera peut-être après le PIDS pour une autre émission, si vous voulez bien, au mois de mars, à ce moment-là. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été présents à mes côtés aujourd'hui. Merci et bonne séance donc PIDS qui commence à 15h aujourd'hui. Je vous rappelle, inscrivez-vous sur la plateforme Paris Image Digital Summit.com. Ciao, ciao, à demain.